Voilà, bonjour. Rebonjour pour ceux qui étaient avec nous ce matin. Donc pour une nouvelle session des Divato Digital Days qui sera consacrée aujourd'hui à la dématérialisation des flux fournisseurs. Sujet d'activité très intéressant avec ce qu'on vient de vivre en plus récemment qui accentue l'intérêt des solutions de dématérialisation. Aujourd'hui, nous serons 3 intervenants, tout comme ce matin. Moi-même, je me présenterai tout à l'heure, Veysel et Grégory qui sera notre expert de la société Use. Nous allons faire cette présentation en 3 temps principaux. Un premier temps où je vais refaire un focus pour expliquer, désolé pour ceux qui étaient ce matin, il y aura des choses que vous avez déjà entendues autour de la démat, mais voilà, ce sera une redite sur ce que nous avons fait depuis cette nouvelle génération 10 de notre ERP Divalto Infinity. Je referai un focus sur ce que nous sommes en train de faire cette année. Ensuite, on passera la parole à Grégory Mignon, qui sera l'expert du jour et qui va nous éclairer sur certains sujets liés à tous les avantages et l'intérêt de ce type de solution. Et dans un troisième temps, donc, Veysel, qui était aussi aux manettes ce matin, nous fera une présentation de la solution pour que l'on ait un tour d'horizon de ce que l'on est capable aujourd'hui de faire avec notre solution et la connexion avec Use. Et puis, bien sûr, au fil et à mesure de nos interventions, vous avez la possibilité d'utiliser le fil de questions-réponses pour poser vos questions. On y répondra, on en publiera. Et à la fin, si c'est comme ce matin, et en fonction du volume, on lira les questions et on interviendra. On demandera l'avis de l'expert à Grégory pour qu'il puisse nous éclairer sur certains sujets si vous avez des questions concernant tout ça. Donc, je n'ai pas changé depuis ce matin, directeur produit ERP, en charge de la stratégie et de la prospective sur l'offre ERP de Divalto. Donc, je travaille de manière extrêmement étroite avec la R&D pour construire en fait la solution qui réponde à vos besoins et qui réponde à vos besoins de demain. Donc, on anticipe aussi ces sujets-là. Veysel, qui sera notre consultant avant-vente, qui va aujourd'hui intervenir et nous présenter en démonstration l'offre. Et Grégory, qui va avoir l'occasion de se présenter, qui est notre expert dématérialisation, qui représente la société Use, le partenaire de prédilection de Divalto sur le sujet dont on va parler tout à l'heure. Alors, refocus Divalto Infinity V10, lorsque nous avons lancé cette génération il y a 3-4 ans, nous avons bien annoncé qu'il s'agissait d'une nouvelle génération de ERP, dont la vocation était de vous accompagner dans votre transformation numérique, au travers de toutes les possibilités que doit offrir aujourd'hui un produit de ERP de up-to-date, sur les aspects d'interopérabilité notamment. Il n'y a plus un seul projet aujourd'hui qui se cantonne exclusivement à la notion d'ERP. Il faut communiquer, il faut être capable de dialoguer avec des applications internes et externes, avec des sites de e-commerce, avec une multitude de fonctionnalités qui ont été choisies par des directions opérationnelles. Et donc, l'aspect interopérabilité est un des points clés. Et dans les sujets de la transformation numérique, on sait que la dématérialisation est un des principaux sujets clés et des enjeux pour les années à venir. On en parlera d'ailleurs, le législateur œuvrant de manière assez forte pour on soit dans des échanges de flux totalement dématérialisés. Sur cette diapo, on reprend toutes les nouveautés fonctionnelles qui sont arrivées avec Divalto Infinity version 10. Vous pouvez voir apparaître dans une petite couleur police, c'est pas forcément évident, je m'en rends compte à chaque fois, mais bon, je vais mettre une autre couleur, ok. Sur les points généraux et l'interopérabilité, nous avons effectivement travaillé avec les solutions de signature électronique dont on parlait ce matin, et nous avons aussi travaillé avec des solutions qui sont spécialisées sur tout ce qui concerne l'acquisition des informations provenant des fournisseurs. Donc on verra tout à l'heure, et pour ça on a conçu une nouvelle notion qui était le Data Hub. On a ensuite mis au point, et ça, une partie d'entre vous l'utilise déjà, donc toute une chaîne qui permet de traiter dans l'ERP les factures fournisseurs dématérialisées, c'est-à-dire ces fournisseurs qui nous envoient des flux structurés ou non structurés et qui nous permettent de traiter sans ressaisie l'ensemble des informations d'une facture fournisseur en pouvant faire le lien avec les achats, donc avec des fonctions de rapprochement et de contrôle qui sont assez intéressantes, des systèmes de workflow de validation. Voilà, donc ça, ce sont les sujets que l'on a développés dans cette version. Quels sont les points sur lesquels on travaille aujourd'hui, vraiment en faisant le focus, on va dire démat côté fournisseur, c'est la démat globale, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de pouvoir traiter
au travers de flux dématérialisés l'ensemble des informations que vous échangez vers vos fournisseurs. Par exemple, pourquoi pas déclencher un envoi d'une commande avec cette fois-ci un flux dématérialisé d'informations qui sont les métadonnées de votre commande. Donc tous les flux que vous envoyez vers vos fournisseurs pourront passer par la petite démat. On a aussi une application de validation de factures fournisseurs qui est déjà en essai par de nos clients et que l'on veut standardiser pour effectivement vous proposer d'offrir une fonction qui permet de valider les factures fournisseurs, donc d'intervenir dans le process de workflow pour valider vos factures pour les gens qui sont à distance. Donc on va le retrouver classiquement sur des responsables de projet, des chefs de chantier qui sont très souvent sur le terrain, rarement au bureau et qui doivent intervenir le plus vite possible, bien sûr, sur les factures qu'ils ont à valider, de manière à ce que d'un point de vue comptable, on traite et on optimise le règlement du fournisseur. Donc ça permet sur un smartphone d'aller voir, consulter et valider ces factures fournisseurs. Voilà, ça ce sont les sujets sur lesquels nous travaillons pour compléter toute cette partie sur la version 10.5. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est que je vais donner la main à Grégory. Grégory qui représente la société Use et qui va se présenter. Donc voilà, Grégory, à toi la parole. Merci beaucoup Vincent. Voilà, je suis effectivement Grégory Mignon, je travaille chez Use depuis plusieurs années, je suis rentré en 2016 et j'ai eu le plaisir d'accompagner les grands cabinets comptables quand je suis rentré. Maintenant j'accompagne les entreprises, nos partenaires tels que Divalto également, avec qui je participe sur ce séminaire. Et l'idée c'est de pouvoir échanger sur la technologie qui est née en fait d'une idée de partager notre solution sous forme de cloud. Donc c'est-à-dire que c'est complètement transparent, effectivement il n'y a pas de choses particulières à installer. Donc c'est simple à mettre en œuvre, c'est pour ça que la technologie a été sélectionnée également, et aussi parce qu'on applique un algorithme d'intelligence artificielle et de machine learning qui fait notre force et notre cœur de métier, de pouvoir extraire les données qui sont importantes, de manière à pouvoir permettre l'automatisation des flux dans le RP. Donc aujourd'hui, si on fait un petit constat et que je vous pose cette question, est-ce que vous connaissez vraiment votre coût actuel? Certains d'entre vous connaîtront peut-être certains de ces chiffres, d'autres vont être un petit peu surpris. Tout ça est sorti d'études sérieuses ou alors de retours terrain qui nous amènent à nous rendre compte qu'il y a une réelle complexité à traiter des documents, des factures quand on n'a pas de système automatisé de gestion des flux automatisés. C'est la lenteur de traitement. On estime qu'il faut jusqu'à 35 jours pour traiter un document quand on n'a pas de système d'automatisation. Le temps que le document arrive, qu'il aille sur le bon bureau, que la personne l'enregistre, la valide, sans compter éventuellement également les pertes qui sont dues parfois à la transition en fait, de ces documents d'un service à un autre. C'est également le coût manuel. Le temps nécessaire à l'enregistrement d'une facture va varier entre 9 et 20 euros. C'est quoi ce coût? C'est le temps humain, le temps salarial qui va être nécessaire à l'enregistrement de la facture, qui pourrait être utilisé sur d'autres aspects de la chaîne, comme par exemple de la stratégie ou du contrôle de gestion qui permettent d'optimiser les coûts. C'est également l'archivage, archiver les documents en papier, les réimprimer peut-être pour les archiver dans un classeur, dans une boîte. Déjà, ça prend de la place. Et puis, ça a un coût non négligeable. On estime qu'un archivage de documents, c'est 3,25 € au document. C'est des retards également, le fait, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir une complexité à traiter le document qui va retarder son enregistrement et son traitement. Ça va être aussi générateur de retard de paiement et on estime que 31% des paiements aujourd'hui sont réalisés en retard lorsqu'on a un traitement qui est entre guillemets artisanal, c'est-à-dire qu'on n'a pas de suivi en fait sur ce qu'on réalise, donc on ne sait pas sous quel délai on a payé, ce qui est en cours de traitement, est-ce qu'on a une date d'échéance avec une date butoir à payer, tout ça on ne le voit pas en temps réel et c'est ce que va apporter un outil interfacé. Le manque de visibilité, alors ça j'aime bien parce que ça arrive, peut-être que ça vous est déjà arrivé, le fournisseur envoie sa facture, il l'envoie en papier, mais il l'envoie aussi en email. Le premier arrive par email, la personne au service financier le traite, elle génère le règlement, le fait valider, et puis il y a la facture qui arrive par papier, peut-être une semaine ou 10 jours après, et qui est à nouveau traitée. La personne qui reçoit la facture papier n'est pas au courant que la facture a déjà été enregistrée, règle à nouveau le fournisseur, et vous imaginez la suite, donc c'est de la trésorerie qui est dehors, c'est du temps passé à récupérer un avoir auprès du fournisseur, éventuellement se faire rembourser, et gérer également ce litige finalement qui va être ouvert pour double paiement. Donc du temps perdu et de la trésorerie également qui est affectée. Et puis,
c'est également le manque de conformité. Le fait de ne pas utiliser d'outils automatisés aujourd'hui ne va pas permettre de retracer toute la gestion du document. L'idée derrière l'automatisation, c'est d'avoir une capture intelligente qui va pouvoir déjà verrouiller le document, donc assurer l'auditeur, lorsque vous aurez un contrôle fiscal ou un contrôle de TVA, que le document qui est arrivé est bien le document original, tracer les actions qui ont été réalisées dessus, s'assurer qu'il est archivé dans un centre de stockage qui est aux normes, qui est sécurisé, et donc va pouvoir permettre un contrôle basé uniquement, notamment sur le document, et éviter les redressements fiscaux liés à des pistes d'audit qui ne seraient pas suffisantes, puisque je rappelle pour certains, ou j'en informe peut-être d'autres, qu'il y a une obligation de moyens qui vous est demandée de la part de l'administration, de pouvoir retracer de bout en bout, depuis la demande d'achat jusqu'au paiement, tout ce qui s'est passé sur le document de la commande à la facture. Donc ça, c'est important, et l'automatisation va pouvoir répondre à cette demande en dégageant du temps et en permettant un meilleur suivi et un meilleur pilotage de l'activité, avec un temps de réactivité qui va être quasiment instantané, puisque là, on avait du temps pour passer le document d'un service à un autre, ça va être dans le système informatique, on va pouvoir recevoir une notification de validation, valider le document, et ça va être quasiment de l'instantané, avec de problèmes de doublons de factures ou de gestion de litige qui étaient compliqués, peut être en fait facilité et beaucoup plus rapide. Donc, on va augmenter la productivité et donc la compétitivité de votre entreprise. Je propose de passer au slide suivant pour vous illustrer ce qu'est une capture classique. Une capture classique dans un outil standard, ça va être de pouvoir importer le document manuellement. Donc, il est reçu par exemple en papier, c'est le haut de la chaîne à gauche. Il va pouvoir à ce moment-là être scanné, soit dans votre scanner que vous possédez déjà, soit par un petit scanner autonome, et importé manuellement dans l'outil depuis un portail. Le fournisseur peut également envoyer la facture en électronique, PDF, TIFF ou EDI, et il faudra à ce moment-là l'importer en manuel dans l'outil. Sur une capture classique, un outil tel que Use est en mesure déjà de gérer les flux EDI, de gérer les factures électroniques, quel que soit le format, Word, JPEG, TIFF, Excel, tout format standard, et de gérer tout ce qui est facture papier. On va rajouter à cette technologie, merci, sur la capture omnicanal, la possibilité d'adresser tous les flux. Donc là, on a une expertise totale. On est d'ailleurs sur les technologies, une des rares sur le marché, à adresser l'ensemble des canaux de récupération. On a la facture papier, comme je le disais, à gauche, et à droite, je vois sur l'animation que Vincent faisait avec le petit curseur, à droite, c'est tout le flux électronique qu'on va pouvoir gérer. Donc, c'est quoi? C'est le fait de dire, je scanne ma facture, je n'ai pas besoin de l'importer sur le portail de Use, je la scanne par email, elle arrive dans Use. Je veux la déposer sur les serveurs de Use en SFTP, de manière chiffrée, pas de souci, je peux le déposer en SFTP et même mettre une automatisation en place. Je peux ouvrir un accès à mon portail, à mon fournisseur pour qu'il dépose les factures. J'ai un flux EDI, pas de souci, je le capture et je peux directement le rematérialiser pour l'envoyer dans la solution. J'ai un espace client, par exemple Free, Orange, EDF, qui n'envoie plus les factures. Eh bien, j'ai ce qu'on appelle des collecteurs. Je configure mon login, mon mot de passe, et le collecteur, automatiquement, va aller checker, vérifier s'il y a des factures sur l'espace client et l'envoyer directement dans Use. Use va à ce moment-là capturer l'information, le document, va le lire de manière sémantique, donc il va faire une analyse, et il va en déduire le SIRET du fournisseur, il va en déduire le montant hors taxe, la TVA, la TTC, le numéro de facture, la date d'échéance, le numéro de commande, et tout ça va pouvoir être envoyé à l'ERP, à Divalto, pour pouvoir automatiser votre flux. Et là où vous allez gagner beaucoup de temps, c'est que vous n'avez plus besoin d'aller chercher la facture est directement déversée. Le flux est capturé de manière automatique, même par téléphone portable, hein, c'est le petit smartphone tablette qu'on voit en option Use Mobile. Si vous avez parfois beaucoup de tickets volants, vous allez souvent au restaurant et vous ne voulez pas attendre de rentrer au bureau pour scanner, etc., vous pouvez directement le prendre en photo et l'envoyer dans le flux également pour qu'il soit traité sans avoir besoin d'attendre un scan au bureau, d'être rentré, etc. Vous le faites sur le moment et l'avantage, c'est que même si vous perdiez le billet, il est scanné, il est dans le process et vous ne perdez plus de temps à attendre la fin de la journée, tout rassembler et perdre une demi-heure, une heure à scanner tous les documents que vous auriez eus au cours de la journée. Donc, tous ces documents vont pouvoir être captés sur tous les flux, quelle que soit leur forme, EDI, PDF, Word, Excel, JPEG, etc. Et vous n'avez plus à vous soucier d'aller capturer l'information et fait de manière automatisée. L'idée, c'est de simplifier, parce que c'est complexe, hein, des factures, on en a un peu sur tous les étages, comme on le voit là. L'idée, c'est de rationaliser ça, de n'avoir qu'un seul flux de capture,
un seul socle de capture en entonnoir, et vous récupérez toutes les informations qui sont déversées automatiquement dans Divalto. Voilà pour la partie capture. Je laisse la main à Vincent sur le flux global. Merci beaucoup, Grégory. Juste avant la présentation de Veysel, un petit rappel quand même sur ce schéma pour rappeler justement effectivement le choix de Divalto. Nous avons effectivement créé un partenariat avec Hughes pour justement s'appuyer sur leur savoir-faire en termes de capture, donc je ne vais pas en dire plus. Et nous sommes partis sur le principe qu'effectivement, tout le reste, nous étions capables de le gérer dans l'ERP. À partir du moment où ces informations nous sont transmises, ce que va faire effectivement Hughes, c'est extraire les métadonnées essentielles de ces factures. Et à partir de là, on va être dans une logique où, du côté de l'ERP, on va pouvoir faire l'enregistrement, le paiement et l'archivage. L'objectif étant de pouvoir effectivement faire intervenir différentes personnes pour compléter les informations qui nous permettraient effectivement d'imputer correctement une facture, de faire le rapprochement avec des achats, et puis d'être capable à ce moment-là de générer les bonnes écritures au bon moment. On traite deux types de flux, les factures liées à des achats qui vont nous permettre de faire le lien avec toutes les réceptions qui ont été effectuées, et ce qui nous a permis d'améliorer toute la chaîne de contrôle et de rapprochement des factures avec les réceptions d'un fournisseur. Cette fonction, du coup, est autonome et peut être utilisée d'ailleurs dans un cadre tout à fait normal sans être dans une logique de dématérialisation. Donc, ça nous permet aussi d'enrichir toute la chaîne achat. L'autre point, c'est qu'on traite aussi des factures qui ne sont pas liées à des achats, qui sont des factures de charges, des factures diverses, qui, elles, ont pour objectif de générer des écritures sur des journaux d'achat dans la comptabilité. Et la possibilité, effectivement, là aussi, de passer par toute cette chaîne de validation, d'être en mesure de compléter les imputations analytiques, de vérifier les comptes de gestion d'imputation au travers de workflows et en faisant appel à un certain nombre d'approbateurs et de validateurs, valideurs pour valider cela sous forme d'écriture qui arriveront bien sûr dans la comptabilité, qui permettront de faire les règlements en conséquence ensuite. Donc une chaîne complète, avec Hughes qui vraiment est capable de capter et d'apporter toute l'intelligence, et effectivement Grégory en a parlé, c'est là où toute la partie machine learning et l'IA a son intérêt, puisqu'elle est capable effectivement d'apprendre de l'ensemble des flux qui rentrent dans l'entreprise, de s'enrichir et donc de fournir de manière fiable les données dans l'ERP. Par rapport à ce qu'on a vu ce matin aussi, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes dans une logique d'entreprises qui sont sous forme de groupe et gérées avec le même outil, en l'occurrence Divalto, les flux de factures qu'on a vus ce matin, qui sont transmis aussi sous la forme de métadonnées, transmis sous un format de flux XML, c'est exactement le format qu'on traite en entrée sur la partie fournisseur. Ce qui fait que, effectivement, on a créé cette notion de data hub qui va effectivement récupérer tous les flux externes et on peut recevoir des flux directement, bien sûr, de Divalto qui va envoyer une facture établie à un client qui se retrouve dans l'autre société être le fournisseur. Et à ce moment-là, on a une chaîne complète, de flux d'intégration et on est dans une logique où on peut identifier certains fournisseurs comme étant des fournisseurs fiables. Et à ce moment-là, on a une chaîne d'intégration immédiate, ce qui fait qu'on trouve tous les éléments, le rapprochement, la comptabilité qui est établie, et on peut effectuer les règlements le plus vite possible, puisqu'on peut considérer qu'entre sociétés sœurs, à condition qu'on l'ait identifié sous forme de fournisseur fiable, on arrive à optimiser toute cette chaîne. Donc ce Data Hub, qui est un nouveau flux d'entrée qui permet de capter des informations qui proviennent de l'extérieur, donc juste pour vous le repositionner, permet, on l'a créé d'ailleurs pour traiter les factures fournisseurs. Depuis, on y traite des prévisions de vente, on y traite la remontée de temps ressources collaborateurs, avec la mise en place des objets métiers depuis la DIS3 et la DIS4. On y intègre n'importe quelle donnée qui peut rentrer et mettre à jour des données de l'ERP. Donc, c'est un flux d'entrée et de mise à jour des données dans l'ERP. On y intégrera des objets complexes comme des pièces. Vous pouvez intégrer une commande dans la 10.5 par le biais du Data Hub. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'enrichit et qui devient vraiment un portail collaboratif avec des entreprises externes ou des applications externes. Voilà, c'était pour vous. On en a fini avec les aspects théoriques. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que Veysel va nous faire une présentation. Veysel, voilà. Donc, si tu veux bien basculer sur ta machine, je vais faire la présentation de ton contenu. Je partage mon écran. Donc ça arrive, on n'est pas très loin d'un autre, mais voilà. Si tu peux basculer, là tu es sous Teams, en image. Donc si tu peux être sur la VM, voilà.
Et puis, je vais passer en full écran pour que tout le monde, voilà, tout le monde t'a vu, comme tu es beau avec ta belle coupe, donc en plein écran. Merci, Vexel, à toi de jouer. Bien Très quelques bien. cheveux, hein, Vessel, si tu en as en trop, tu me dis. Hein. Oui, bien sûr, oui. N'hésite pas à interagir si jamais il y a des choses à dire sur Use. Ça marche. Donc, imaginons, donc dans le cadre de cette démonstration, imaginons que le fournisseur a généré une facture et l'a envoyée par mail. Donc, de mon côté, selon le canal, la facture peut être scannée. J'assure un ensemble de tâches et de contrôles, dont une partie est enregistrée dans la piste d'audit fiable de Divalto Infinity. Les processus de validation sont tracés dans l'ERP et ici, une piste d'audit fiable complète est indispensable. Donc, je reçois ma facture, j'assure le contrôle et je comptabilise. Et effectivement, l'a précisé Vincent, dans l'ERP, le point central de la dématérialisation des factures d'achat, c'est l'utilisation de ce que nous nommons le Data Hub, c'est-à-dire cet espace par lequel va passer l'ensemble des factures fournisseurs et nous avons un lien Outlook dédié pour la dématérialisation. Alors, par exemple, ici, je reçois une facture d'un de mes fournisseurs et donc via les connecteurs mis à disposition par Divalto dans Outlook, j'ai ici un bouton facture fournisseur. Le principe est le suivant, je clique sur le bouton facture fournisseur, le programme identifie l'existence d'une pièce jointe, en l'occurrence la facture, je valide. Le programme donc identifie l'adresse mail de l'émetteur, fait le lien avec le tiers fournisseur et vient m'alimenter ce qu'on appelle ici un dataset que je vais devoir alimenter puisqu'ici je ne dispose pas d'un outil de l'ADRAD, c'est-à-dire de lecture automatique des données, reconnaissance automatique des données. Donc ici, en l'occurrence, en revanche, j'ai mon fichier pardon, c'est là-dessus que je voulais cliquer. J'ai ici le fichier PDF. Et je mon fichier PDF et je vais venir directement sur le document faire des copier-coller pour alimenter mes différentes zones. Donc, je vais prendre par exemple le numéro de facture là rapidement, copier et simplement venir compléter les champs. Bon, je vais simplement changer le numéro de facture, il me semble que je l'ai déjà utilisé, donc pour ne pas créer de doublons, je vais simplement changer le numéro. Et donc de cette manière, je vais simplement venir alimenter mon dataset. Bon, je vais faire une saisie rapide, histoire de vous illustrer. Là, je vais mettre par exemple montant 1000 €, 200 € de TVA, et on va dire c'est 1200. Et donc, j'ai ce qu'il faut savoir également, c'est que j'ai des éléments de paramétrage sur la fiche fournisseur qui me permet de caractériser les process. On sait qu'on a des fournisseurs avec qui on a un processus clair, passage de commande, bon de réception enregistré, et au moment où je reçois la facture, je fais le rapprochement avec mes bons de réception. On sait aussi qu'il y a des factures sans achat préalable. Par exemple, mon abonnement Internet. Et donc, je n'ai pas forcément de bons de commande, je n'ai pas forcément d'éléments de trace. On va dire les factures hors cycle d'exploitation, qui ne sont pas forcément riches en éléments préalables à la réception de la facture. Donc ici, si je reçois comme ici une facture sans achat préalable, lorsque je vais valider mon dataset et que je vais simplement l'injecter, il va passer par un ensemble de process de contrôle que j'ai paramétré. Je vois d'ailleurs ici l'état de mon dataset, et au fur et à mesure que je vais actualiser, vous pouvez remarquer effectivement que l'état va changer, donc ces éléments rentrent petit à petit dans les différents circuits de traitement. Donc ils rentrent dans ces circuits de traitement, ce sont notamment par exemple des workflows de contrôle, des échanges entre les différents collaborateurs pour vérifier que cette facture est légitime et qu'elle est bien paramétrée de manière à nourrir notre piste d'audit fiable. Et je dois justement disposer d'une piste d'audit fiable et assurer un ensemble de contrôles avec les mentions légales de facture fournisseur, la TVA, la réalité de la transaction commerciale et ensuite assurer l'archivage. Donc, nous constituerons des éléments de piste audit fiable. Typiquement ici sur mon dataset, j'ai un bouton piste d'audit fiable, je peux voir que le programme alimente cette piste audit fiable
à travers les différents traitements que j'ai déjà réalisés depuis la réception de l'email. Hein, donc ici, effectivement, lorsque je vais venir, je vais voir qu'aujourd'hui, le 24 juin à 14h38, création du dataset. Hein, donc j'ai effectivement réceptionné ma facture. Et ensuite, j'ai fait quelques modifications. J'ai une saisie manuelle. Hein, j'ai renseigné le numéro de facture, j'ai renseigné le tiers en question. Donc j'ai apporté un certain nombre d'informations. Et je vois effectivement que la dernière étape qui a été générée ici, c'est une génération d'écriture en attente. C'est-à-dire que le programme ici m'a proposé un schéma d'écriture comptable que je peux venir ici visualiser depuis mon dataset, hein, via le bouton écriture en attente, ou alors la personne en charge du contrôle des écritures en attente pourra venir visualiser depuis son espace. Je vais retourner sur mon espace, qui peut également visualiser depuis son espace raccourci. Et donc effectivement, ici, je vais retrouver la facture en attente, l'écriture en attente, donc à travers le bouton cible, que je peux directement visualiser l'écriture en attente. Donc ici, alors, là on est sur, voici donc la facture dans un premier temps que j'ai réceptionnée, hein, 1000 €, 1000 € hors taxe. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est donc sur un SaaS intermédiaire avant intégration comptable. Et dans ce SaaS intermédiaire, je peux éventuellement demander à un collaborateur de vérifier les éléments concernant ce schéma d'écriture, mais je peux également demander un visa. Voilà, par exemple, à un opérateur, je peux demander un visa. Donc de cette manière, ça va déclencher un processus. Bon, je vais l'envoyer à moi-même. Et on va dire, par exemple, OK pour la facture. Et donc demander le visa à un opérateur opérationnel pour qu'il puisse me dire est-ce que cette facture est réelle, enfin, est-ce qu'elle est juste. Donc lorsqu'il va retourner sur son espace de travail, dans ses tâches processus, il va tout simplement voir l'écriture qui est à valider. Et donc de cette manière, on peut justement demander des visas depuis l'écriture en attente, donc soit depuis l'espace de travail, dans les raccourcis, ou alors depuis le dataset. Alors ici, le processus prend un petit peu de temps. Et donc de cette manière, on va justement voir les différentes écritures en attente. Et ensuite, on pourra, l'opérateur pourra ensuite accorder ou non le visa. Il peut éventuellement aussi demander de visualiser l'écriture. Et bon, ici, alors je sens que le visa n'est pas... Voilà, ça a pris effectivement un petit peu de temps. Donc ici, je retrouve bien voilà, la facture en question. Donc je peux effectivement venir revisualiser la facture ou alors simplement ici accorder le visa. Donc en accordant le visa, j'organise un ensemble de workflows de contrôle et beaucoup d'éléments de contrôle pourront être paramétrés. Alors, autre scénario, donc deuxième scénario, c'est la réception de la facture, par exemple papier. De mon côté, je peux, plutôt que de réceptionner par mail et l'intégrer dans Divalto, je peux faire traiter le document PDF, soit le scan, soit par mail, par la plateforme Use. Donc la facture est traitée en termes de reconnaissance de données. Donc la facture est traitée en termes de reconnaissance de données. En effet, on appelle ça la lecture automatique des données, la lecture automatique de données ou reconnaissance automatique des données. Donc ça va être reconnaissance des différentes zones, numéro de facture, des montants, etc., etc. pour in fine nous générer un fichier de métadonnées, donc structuré, que je traite automatiquement au retour. La facture scannée, d'ailleurs, pourrait éventuellement être signée RGS 2 étoiles et pourrait être archivée par Use. Donc je reçois la facture, j'assure des contrôles internes, je comptabilise et il y a toujours des enjeux d'archivage. Je peux aussi scanner la facture par mes propres moyens et l'intégrer manuellement sur Use. Donc cette plateforme Use, voilà à quoi elle ressemble. Voilà les différents documents sur la plateforme sur lesquels une reconnaissance a été réalisée. On va prendre par exemple la fonctionnalité d'import.
Ici, je vais simplement venir importer une facture manuellement. Donc, je vais rechercher dans les documents, voilà, une facture exemple. Hein. Alors effectivement, il y a aussi le côté multisociété. Donc ici, je m'identifie, Papyrus ici, type de document, on va dire c'est une facture d'achat, et je vais simplement l'ajouter. L'ajouter et l'importer. L'import est terminé, je retourne sur l'espace d'accueil, et donc cette fois-ci, là, le programme est en train d'assurer la reconnaissance du document. Hein. C'est en cours de using. Donc la reconnaissance est en train de se faire. Et ce que j'aimerais également préciser en attendant cette phase de using, moi-même d'ailleurs, j'intégrerai directement dans la plateforme Use un certain nombre d'informations, comme par exemple mon fichier fournisseur. En Divalto, on trouvera des fonctionnalités qui permettent d'exporter des éléments pour l'envoyer dans Use, pour directement alimenter la plateforme des éléments de ma base de données fournisseur. Donc effectivement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'environnement complet qu'on a dans sa société. Ce n'est pas un plan comptable général ou une liste de fournisseurs que vous devez remettre à chaque fois. C'est vraiment importer effectivement de l'ERP, c'est transparent, c'est automatisé et vous retrouvez tout votre environnement. Donc ça, c'est intéressant. Et ce que montre Faisal, l'import manuel, c'est une forme d'import, mais il ne faut pas oublier qu'on a l'import automatisé également, qu'on a présenté tout à l'heure avec Capture Plus, qui est disponible. C'est un module complémentaire qui permet d'aspirer, de capturer tous les flux, mais également on a la possibilité aussi d'avoir la signature RGS 2 étoiles, ça c'est intéressant, puisque ça répond notamment à la valeur probante, à la copie fiable, et ça permet en respectant cet archivage, on parle aussi d'un archivage légal, qui peut aller jusqu'à 10 ans, avec une signature RGS 2 étoiles, donc on est conforme à ce que demande effectivement l'administration en cas de litige pour présenter le document qui aura été stocké et qui est conforme finalement à l'original, comme si vous aviez le document papier que vous présentiez, ça a la même valeur. Effectivement. Merci Grégory pour ces informations. Bon, en attendant, la phase de using est achevée. Hein. Effectivement, on peut voir ici que Use a bien identifié les différents éléments de ma facture. Hein. Effectivement, ici, lorsque je survole, je vois que Use a reconnu chaque élément de ma facture et qui est venu préalimenter justement le tiers, la date de la facture, numéro de facture, numéro de commande, hors taxe, TVA, TTC, etc., etc. Effectivement, je disais aussi tout à l'heure, il est possible d'importer des données de notre fournisseur. Une fonctionnalité ici nous permet d'exporter des données de dématérialisation fournisseur que je vais retrouver ensuite dans Use. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc ici, je vais enregistrer la facture. C'est l'émotion, c'est celle. Oui, j'ai fait tomber. On va enregistrer la facture et donc cela aura pour effet de tout simplement de créer, venir alimenter mon data hub, que je disais effectivement, c'est la passerelle pour nos factures fournisseurs. Donc ici, vous l'avez certainement pu remarquer, j'ai accédé j'utilise Divalto depuis un navigateur web. Et donc ici, effectivement, je retrouve voilà, la facture qui a été importée depuis Use avec les différents éléments. Et donc ici, encore une fois, lorsque je vais venir réactualiser, petit à petit, ces éléments vont rentrer dans un circuit de traitement. Et donc ici, en l'occurrence, j'ai une intervention manuelle à réaliser. Effectivement, ici, à l'état à reprocher. Effectivement, j'ai reçu une facture, mais bon, là, c'est un fournisseur en qui j'ai pas, on va dire, sur lequel il y a des contrôles à réaliser, parce que j'estime que c'est peut-être un fournisseur qui n'est pas fiable, ou c'est encore un fournisseur nouveau. Donc, je préfère encore réaliser les rapprochements et venir viser la facture. Donc ici, je vais tout simplement venir rapprocher cette facture avec un bon de livraison. Voilà, donc ici, je valide. Donc le numéro de pièces fournisseurs qui ont été alimentées, garnies. Ici, je retrouve la date de la pièce, la date d'aujourd'hui. Je valide. Et donc ici, je vais simplement venir rechercher le BL en question. Donc c'est ici, c'est un BL que j'avais préparé en amont, mais c'est le BL, c'est celle-ci, c'est celui-ci justement, et je vais valider et l'injecter à nouveau dans l'automate. Et donc ici, je vais fermer, voilà. Et lorsque je vais à nouveau valider, réactualiser, ça commence de nouveau à rentrer
ça recommence du début et ça rentre à nouveau dans un circuit de traitement. Et au final, il me demande simplement de valider, voilà, de venir valider la facture. Ben, ici, encore une fois, de l'admin Visa, administration Vita, ben, je vais simplement venir valider la facture d'aujourd'hui. Je vais dire, ben, OK, cette facture est juste et on peut l'intégrer en comptabilité. Et à nouveau, encore une fois, j'actualise. Je vais l'injecter d'abord dans le... Voilà. Ah oui, effectivement, petite erreur que j'ai oublié j'ai omis lors du rapprochement, hein, c'est qu'effectivement, j'ai des notions, des montants à préciser. C'est qu'effectivement, ici, je vais faire le rapprochement, je valide. Et donc, ça va simplement venir l'injecter dans l'automate et faire l'intégration comptable. Donc voilà, ça c'est le circuit de traitement, comment c'est traité dans Divalto Infinity. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on peut, lorsque je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut venir importer les données. Voilà, je vais simplement ici, encore une fois, viser l'écriture de cette manière. Oui. Et la facture a été comptabilisée. Et donc vous avez vu, ça a disparu, c'est qu'effectivement, Divalto Infinity a traité la facture, et donc lorsque je vais me rendre dans les datasets terminés, ben, je vais la retrouver ici, puisque la facture est désormais intégrée en comptabilité. Hein. C'est-à-dire que lorsque je vais visualiser l'intégration comptable, ben, je vais tout simplement retrouver l'écriture, l'intégration comptable qui a été réalisée, l'écriture comptable dans le journal en question. Je peux également venir interroger la fiche fournisseur. Dans la fiche fournisseur, ben, je vais tout simplement, par exemple, regarder les derniers achats de mon fournisseur. Je vais effectivement retrouver la facture d'aujourd'hui. Hein. C'est bien la facture d'aujourd'hui, le 24 juin. Ou encore, si j'interroge son compte comptable, ben, je vais tout simplement voir l'écriture qui a été effectivement réalisée, bon, dans une période qu'il faut préciser, encore une fois. Hop, je valide. Et je retrouve bien la facture ici, les 132 € de la facture. Alors la facture, moi en interne, et la facture du tiers. Et je disais effectivement qu'il était aussi possible d'importer nos données sur Use, hein, notre base de fournisseurs. Et donc ici dans les paramétrages, si je ne me trompe pas, ici dans les référentiels, ici on va tout simplement retrouver nos fournisseurs. Exactement. Voilà, de cette manière. Bon, je n'ai pas réalisé de synchronisation, étant donné que je n'ai pas fait de modification dans Divalto Infinity, mais évidemment, il y a une fonctionnalité qui nous permet de synchroniser notre base de données fournisseurs directement avec Use. Et enfin, le dernier scénario, bon, ça c'est mon fournisseur, par exemple, qui génère sa facture électronique, la signe et me l'envoie par mail, ou alors la met à disposition par un autre moyen, comme nous pouvons faire, par exemple, avec DP2I. Bah, l'email contenant la facture est routé vers la plateforme Use et la facture fait l'objet d'une reconnaissance, me permet d'intégrer un fichier de métadonnées et la facture peut être archivée. J'ai omis également effectivement de vous parler d'une chose, c'est que je peux avoir des éléments constitutifs de la piste d'audit fiable. Cette piste d'audit fiable, on le retrouve dans Divalto Infinity. C'est qu'ici, j'ai tout simplement tous les éléments constitutifs de la piste d'audit fiable qu'a pu créer l'ERP. Donc ici, tout l'historique de tous les traitements qui ont été réalisés sur l'ensemble des factures qui ont été dématérialisées. Donc tous ces éléments vont venir contribuer à sécuriser notre démarche de dématérialisation. Et je peux avoir des workflows de contrôle pour historiser les différents visas, les différentes étapes. Donc on retrouve effectivement aujourd'hui la facture que je viens d'intégrer. Donc, création du dataset, les différentes étapes, hein, le contrôle manuel, modification du contrôle, voilà les différentes étapes. Donc on a ici justement cette piste d'audit fiable. Donc si vous avez des questions, on vous écoute. C'est moi. Et Vincent qui a répondu aussi. Oui, effectivement. On va y venir aux questions, puisqu'il y en a quand même quelques-unes qui sont posées.
Je vais juste basculer, voilà, partager. Et ça, n'oublie pas le TGV et l'hôtel. Hein, j'ai vu sur le portail, un post-it, c'est important. Oui, effectivement. Merci. Voilà. Alors, on va les prendre, je ne sais pas si elles sont toutes il y a plusieurs questions. Alors, je vais remonter sur déjà des réponses que j'ai publiées. Il y a eu des questions qui ont été posées sur le fait, est-ce qu'on est capable de traiter en amont, par exemple, des informations de pré-réception des fournisseurs. C'est effectivement quelque chose qu'on est en train de faire là sur la version 10.5 qui permet effectivement de recevoir un flux du fournisseur sur une pré-réception, c'est-à-dire qu'il envoie les métadonnées d'un bon de livraison, on intègre ces informations et ça fait l'équivalent d'une saisie de pré-réception qu'on a dans l'ERP. Et du coup, à la réception, il n'y a plus qu'à valider effectivement la cohérence pour faire la transaction. Il y a eu aussi une question sur les doublons. Oui, effectivement, le système contrôle, et ça, Grégory peut le témoigner, alors la facture arrive, comme tu l'as dit, à la fois par papier scanné et de l'autre côté par un mail, eh bien, le système fera le contrôle. Ça, tu peux nous le oui, Vincent, je peux même préciser qu'on peut paramétrer son doublon. Donc, j'ai vu que tu avais répondu par rapport à la pièce fournisseur, au numéro de facture. On peut indiquer numéro de facture, même fournisseur, même date, même montant. On peut paramétrer pour dire que c'est une erreur, donc que c'est un doublon avéré, ou alors une alerte. C'est-à-dire le fournisseur, par exemple, qui édite une suite de factures, donc c'est le même numéro, la même date, mais pas le même montant. À ce moment-là, l'outil va vous avertir qu'il y a un risque de doublon. Vous allez contrôler si effectivement c'est bien la suite de la facture ou pas. Et à ce moment-là, vous pouvez soit enregistrer forcer système, soit bloquer. Et sur les erreurs avérées, ça passe pas du tout. Hein. C'est-à-dire que si on est sûr que c'est la même facture, comme disait Vincent, même numéro de fournisseur, même date, même montant, sur la même société, ben effectivement, là, ça bloque. Elle ne sera pas automatisée. Vous aurez quand même le visuel de la facture. Et on ne pourra pas forcer l'enregistrement parce que c'est un doublon avéré. Et le gros enjeu, et c'est vrai que c'est souvent posé cette question de doublon, c'est de pouvoir déjouer des factures qui seraient envoyées par plusieurs canaux et risquer effectivement des montants en double. Alors quand c'est des petits montants, c'est pas grave, mais quand on atteint des montants de plusieurs milliers d'euros, ça peut être problématique. Ouais. Et si jamais ça devait être le cas, même du côté d'Ivato, il y a encore un autre contrôle qui sera fait. C'est-à-dire que, admettons que le gars saisisse manuellement un dataset pour dire « Ah bah tiens, je la rentre et je court-circuite le flux de capture », ben, en plus, Ivato fera ce contrôle. Donc il y a un double contrôle. Ouais. Il y a une question sur l'option use capture plus la récupération des factures est totalement manuelle. Oui, effectivement, si vous n'avez pas si vous recevez des PDF par mail ou par, ben voilà, vous allez avoir à la fois votre écran, vous avez sur votre dataset l'image de la facture PDF dans l'espace de travail, à côté les champs vides et ben, vous pouvez faire du copier-coller, mais bon, voilà, c'est… Exactement. J'en profite pour ajouter, donc là, Fessel a fait la démo sur un import manuel, où on a eu un petit temps de reconnaissance, ce qui est normal, il faut que l'outil lise et reconnaisse les caractères, ça prend en général entre 30 secondes et 2 minutes. Mais si vous avez Capture Plus, vous n'avez pas de temps d'attente, puisqu'en le moment où vous recevez la facture, donc imaginons que le fournisseur vous envoie la facture, je sais pas, en fin de journée, parce que souvent il l'envoie la nuit en plus, c'est des robots, quand vous arrivez le matin, c'est déjà traité. Donc il n'y a pas de temps d'attente sur le Capture Plus. Et vous conservez, évidemment, si on automatise, vous conservez quand même la main pour faire des imports manuels. Si vous avez une panne d'Outlook, par exemple, vos emails ne fonctionnent plus et que vous avez la pièce en local, vous pouvez importer manuellement. Vous conservez le double principe d'import. OK. J'ai une question sur le multi. Oui, effectivement, au moment où on fait le rapprochement, on est capable de faire du multi-BL. Donc, il y a une petite fonction qui permet de faire une petite recherche opérationnelle par rapport au montant de la facture pour voir s'il trouve un combinatoire qui permettrait de dire ben, ça correspond à ces réceptions. Sinon, après, vous pouvez pointer manuellement les BL ou les lignes qui ont été réceptionnées. Il y a une question sur quelles sont les corrections qu'on peut apporter lors du rapprochement. Alors, si c'est lors du rapprochement avec les bons de réception, effectivement, là, on peut intervenir que sur les aspects qui sont liés aux aspects coûts. Comment traite-t-il les erreurs? Alors, le problème, c'est que des fois, on a des questions qui arrivent, donc ça doit compléter. Effectivement. Ben, ça, je pense que c'est ce qu'on disait sur les doublons, comment ils traitent les erreurs. Imaginons que je force le système et que par inadvertance, je l'intègre. Effectivement, du style, c'est ce que je disais, il y a la facture passe son flux classique et de manière mystérieuse, il y a quelqu'un qui ressaisit un dataset manuellement avec les mêmes coordonnées. Et là, ben, il y aura un contrôle, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas générer une deuxième écriture sur la même base, puisque si c'est lié à des achats, de toute façon, on va s'en rendre compte.
puisque tout sera traité par rapport à la facture émise. Et si c'est une facture de charge qui génère des écritures en compta, ben on ne pourra pas parce qu'on a déjà identifié ce numéro de facture. Donc le dataset est paramétré pour les mettre en erreur et elles resteront effectivement au niveau du dataset. Et les superviseurs ont pour mission de traiter ce cas-là et de comprendre pourquoi elle est arrivée 2 fois. Je ne comprends pas, lorsque l'import est manuel, il faut préciser le montant hors taxe, TVE, TVA, TSC, alors que l'import automatique le fait automatiquement. Confirmé? Oui, l'import automatique le fait, et si je le fais manuellement, effectivement, je dois saisir les informations. Manuel, ça veut dire, est-ce que c'est par rapport à l'import manuel qu'a fait… c'est au tout début, quand il y a eu le mail avec la surprise vous attend, effectivement, il y a eu la pièce a été chargée, puis après, il y a eu des informations rentrées. Je pense que c'est à ce niveau-là. C'est parce qu'il n'y a pas de phase de reconnaissance dans ce cas-là. Si on passe par une phase de reconnaissance, on n'a pas à faire cette truc-là. On retrouve directement le dataset préalimenté avec toutes les données. C'est l'intérêt de ce type de solution. Voilà, peut-on voir le fichier XML? Pardon, oui, excuse-moi. Je disais, c'est le principe d'automatisation, effectivement, qui va vous apporter ce gain-là. Ouais. Et puis, peut-on voir le fichier XML, s'il vous plaît? Oui, on peut voir le fichier XML. Alors, si c'est peut-on le voir là, maintenant, on peut vous envoyer le format ou vous montrer. Il est relativement simple, même votre distributeur, pour vous donner le format d'un fichier dit DHUB, c'est un fichier XML dans lequel vous retrouvez les métadonnées avec le numéro de fournisseur, le numéro de pièce, la date, et puis toutes les infos nécessaires pour pouvoir faire la transaction. Il y a une autre question sur et quand vous êtes dans le superviseur et quand vous êtes dans le dataset, même sur quelque chose qui a été fait a posteriori, vous pouvez donc, vous l'avez vu, consulter la piste d'audit fiable et vous pouvez toujours retrouver, bien sûr, le flux XML. Donc, vous avez à chaque fois, à la fois, et c'est ce qu'on archive, le flux XML, donc le fameux fichier DHUB, qui est un flux XML, et le PDF qui est arrivé avec la pièce. Ou si c'est une donnée structurée, ça peut être une facture X ou que sais-je, un PDF structuré. La synchro des fournisseurs entre Use et Divato est-elle automatique? Oui, on a une mise à jour de la base locale de Use qui va récupérer les informations du portefeuille. Il récupère aussi les numéros de commande correspondant à ces différents fournisseurs pour faire des contrôles. Moi, je ne connais plus par cœur toutes les tables qui sont synchronisées, mais il y a un nombre de tables minimales qui permettent de faire un certain nombre de contrôles côté facture. Les factures d'achat intégrées dans l'ERP sont consultables comment? Les factures d'achat intégrées dans l'ERP. Donc, il y a deux choses. Il y a la supervision au travers du Data Hub qui permet à tout moment de revenir sur tout ce qui a pu être fait. Et la facture est une pièce qui va être rattachée effectivement dans toute la chaîne de facturation de l'ERP. Donc, quand vous serez sur la pièce facture au sens gestion commerciale, vous l'aurez. Quand vous êtes sur l'écriture, vous pouvez retrouver la pièce, vous pouvez retrouver les infos, vous pouvez retrouver, remonter jusqu'au PDF d'extraction des infos. Très bonne question, puisque j'ai vu qu'il y avait collègues suisses et probablement des clients suisses qui sont connectés, Frédéric, puisque je sais qu'on a des choses en cours, nous, là-dessus. En Suisse, nous allons passer aux factures via QR code. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une facture qui intègre un QR code en pied de pièce et comprend toutes les données, justement les fameuses métadonnées. Et donc, quand on réceptionne une facture, on lit ce QR code et on récupère la totalité de ces données. Comment avez-vous prévu d'intégrer cette technique? Et là, je vais laisser notre spécialiste de capture dire comment il traite ce sujet, parce que là, j'avoue que je ne sais pas. À notre niveau, alors les QR codes, c'est une fonctionnalité qui a été mise en cours d'étude. Il me semble que ça a été testé déjà, puisqu'on est en mesure de récupérer les métadonnées. Ça a été utilisé dans le public notamment. Dans le public, il y a des fournisseurs qui envoyaient uniquement des factures. Alors, c'est EDF l'a utilisé, ce principe-là. En France, ça existait aussi. On a des QR codes qui vont permettre de récupérer les métadonnées sous une forme de flux EDI. Donc, à ma connaissance, c'est gérable chez nous, c'est exploitable. Je ne sais pas si c'est déjà actif ou pas. Et je sais que le fonctionnement a déjà été testé. Donc, c'est quelque chose, si ce n'est pas encore en place chez nous, mais chez nous en France, ce n'est pas très répandu encore. Il y a eu des tests justement à ce niveau-là. Je pense que ça sera utilisable logiquement d'ici les mois à venir. Il faudra qu'on vous confirme à ce moment-là, il faudra qu'on prenne vos coordonnées et on pourra reboucler nous en interne avec l'équipe de R&D sur ce sujet-là. Mais je sais qu'on a déjà fait les tests en tout cas dessus. Bon, en fait, il y a déjà des contacts avec notre filiale suisse, donc je pense que ça permettra de valider le fonctionnement du QR code parce qu'effectivement, c'est intéressant. Même si, malgré qu'il y ait un QR code,
de toute façon, aujourd'hui, Use est capable d'extraire des données de la facture. Donc, c'est juste oui. plus c'est une Extrait données de la sécurité. facture, c'est une sécurité, c'est très juste ce que tu dis, Vincent. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin du QR code pour extraire les données. Par contre, si des données étaient éligibles, ça peut être une double sécurité, c'est-à-dire qu'on peut se baser sur le QR code pour vérifier effectivement l'intégrité. Il y a une petite question sur le rapprochement d'une facture peut-elle se faire avec plusieurs BL, donc c'est ce que je disais avant. Oui, bien sûr. Donc du coup, on peut, comme je le disais, du combinatoire qui permet de retrouver éventuellement les BL correspondant au montant de la facture. Sinon, il va falloir pointer manuellement parce que des fois, ça peut être un peu tordu les aspects de facturation sur du multi-BL. Et de fait, ces BL sont directement, non pas périmés par Use. Use lui renvoie les données. C'est nous, quand on fait le rapprochement dans la fonctionnalité de l'ERP, on va à ce moment-là dire que ce bon de livraison a été facturé, passe en périmé, et la facture devient active, est intégrée, et passe effectivement en statut intégré. Donc c'est vraiment du côté de l'ERP que ça se passe. Question aussi très intéressante dont on n'a peut-être pas fait assez le focus, c'est que Use offre une fonction d'archivage très intéressante. Il faudrait peut-être en parler parce qu'effectivement, on n'a pas vu l'archivage, et donc il y a Christine qui nous demande des compléments sur ce sujet-là. Sur l'archivage, donc c'est ce que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure en fait sur l'archivage légal. Donc c'est qu'on a la possibilité effectivement de passer d'un archivage qui est en standard de 6 ans dans You, donc qui correspond à l'archivage fiscal en cas d'audit fiscal, et on peut le prolonger à 10 ans. D'accord, 10 ans, ça permet d'avoir un archivage légal, c'est-à-dire qu'en cas de litige commercial avec un fournisseur, vous pouvez fournir le document électronique, il aura une valeur légale reconnue par l'administration. D'accord, on utilise pour ça des serveurs qui sont certifiés tiers de confiance par l'administration française. On rapporte également dessus un eurodatage avec un cachet RGS 2 étoiles. Donc, on est en conformité aussi. On rassure l'administration sur le fait que le document n'a pas subi de modification s'il n'a pas été signé par le fournisseur au préalable. Donc, on fait ce cachet-là en compensation. Et puis, j'ajoute aussi une possibilité dans cet archivage légal qui est une détection de fraude, donc qui est un petit plus qu'on rajoute pour la cerise sur le gâteau. Ça n'a pas été demandé, mais c'est compris dedans. Ça permet de détecter une facture qui serait frauduleuse. Par exemple, une facture qui aurait été photoshopée, des métadonnées PDF qui auraient été modifiées, qui ne correspondent pas à l'original, ou un RIB qui serait modifié également en interne. La personne ne sait pas que les paiements se font par exemple dans l'ERP, pense qu'en changeant le RIB dans You, ça peut modifier le paiement. L'administrateur reçoit une alerte comme quoi il y a une tentative de fraude en interne, quelqu'un qui essaie de modifier un RIB dans la fiche fournisseur. Donc on a les moyens à disposition pour permettre de proposer une valeur probante qui s'étend au cadre légal et ainsi se séparer, si on le souhaite, de la facture papier si on a scanné. Et on n'a pas besoin d'archiver les emails avec les factures reçues sur un endroit spécifique. Use se contentera de le faire pour vous et permettra donc de mettre toutes les accréditations sur le document pour qu'il soit conforme, avec la piste d'audit évidemment qui est dans le RP également, plus également nous, avec un fichier Excel qui peut être extrait en plus de la facture et qui remonte toutes les actions qu'il y a eu sur la facture, à quel moment elle a été importée dans Use, est-ce qu'il y a eu un export, à quel moment, etc. Donc tout ça est retracé et contribue à la piste d'audit et donc à la valeur probante. Merci Grégory. On a des questions sur les versions. Alors, à partir de quelle version de Divalto vous pouvez utiliser la démat? C'est à partir de la dernière version de la V7.5. Donc la 6.3 non. Donc à partir de la V10, mais on avait déjà effectivement mis à disposition la démat des factures fournisseurs dans la version 7.5. J'ai une question sur l'archivage dans l'ERP. Alors effectivement, dans l'archivage, il y a deux choses. Il y a soit je les gère au travers des pièces jointes qui sont classiquement positionnées sur des file systems Windows avec les possibilités de confidentialité qu'on peut mettre sur des factures, mais si vous voulez mettre certaines factures, là, il faut réussir à définir quelles sont les règles de confidentialité qu'on peut mettre en œuvre. Ensuite, on peut aussi utiliser, comme c'est le cas sur notre plus gros client de la démat, c'est qu'il a mis en œuvre Agileo, donc tout le portail collaboratif avec la GED, pour pouvoir stocker finalement l'ensemble de ces informations. Et là, on les retrouve en plus avec un accès GED, où là, finalement, les accès se font. Et d'ailleurs, quand on consulte les informations depuis l'ERP, c'est la GED qui s'ouvre. Voilà, et là aussi, il peut y avoir des droits qui sont mis en œuvre, et ça, c'est des choses qu'il faut réussir. Alors, quand c'est défini des utilisateurs, c'est relativement simple côté GED, j'ai droit, j'ai pas droit. Quand c'est lié à une pièce ou un type de pièce ou un type de fournisseur, là, il faut réussir à définir les règles de gestion pour les appliquer, ce qui n'est pas toujours très simple. Y a-t-il un plugin Use sur Outlook pour l'envoyer sur le portail Use et faire la reconnaissance, Grégory? Alors le plugin, nous non. J'ai vu que vous aviez un plugin
pour envoyer, effectivement, c'est le D7, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Vous cliquez dessus et vous pouviez mettre les informations. Donc, je trouvais ce plugin génial. J'ai cru que ça allait dans Use à un moment donné, donc je suis désolé. Je pensais que c'était possiblement le cas. Et pourquoi pas développer un plugin? Je trouve l'idée excellente. À voir avec nos équipes comment on pourrait l'intégrer. Mais je pense techniquement, c'est faisable, en tout cas, de réaliser l'envoi de la pièce directement dans Use, sous forme de capture mail. Maintenant, juste pour information, il suffit de faire un clic sur l'email reçu, de faire transférer pour l'adresse de capture de Use, et ça fait la même chose. Voilà, ça c'est typiquement quand on reçoit des factures qui n'arrivent pas par l'adresse prévue à cet usage. Exactement, voilà, parce que là on est dans ce cas-là, mais si on a une adresse email de démat, tout ce que vous allez envoyer dedans va de toute manière être déversé dans Use. D'accord, il n'y a aucune opération à faire. Si vous recevez malencontreusement une facture sur votre email perso qui n'est pas passée par l'adresse email de démat des factures, vous pouvez la retransférer vers l'adresse email de démat des factures, comme ça vous l'automatisez. Et si vous voulez le petit bouton effectivement pour l'envoyer dans Use, ce petit bouton, il utiliserait quoi? Il utiliserait en fait la capture par email, hein. Donc, ou alors un dépôt sur le SFTP. Mais le gain serait minime du coup, parce qu'effectivement, si on met en place l'adresse email de démat, l'adresse email de démat suffit à automatiser. On n'a même pas besoin du bouton en fait de cliquer dessus. Ce serait juste pour des cas où vous retrouvez qu'une facture qui n'aurait pas lieu d'être. Donc, je pense que techniquement, c'est développable. Après, l'intérêt sera peut-être limité de développer ce bouton alors qu'on a une adresse email de démat dédiée. Ça fait peut-être moins de sens, donc à voir. Mais je trouvais ça sexy en tout cas, ce bouton. Je trouvais ça pas mal. Alors, on a une question, ça c'est juste pour faire sourire certains. Donc, on a une question de Miss France. Alors, le millésime n'est pas précisé, c'est Miss France. Alors, est-ce que c'est le comité de Miss France ou c'est vraiment… Parce que si Miss France est parmi nous, c'est bien que le sujet de la démat l'intéresse, donc ça veut dire que ça touche tout le monde. Okay. Quelle était la question? Peut-on gérer des notes de frais? Alors, on peut gérer des notes de frais pour les traiter sous forme de facture, comme le disait Grégory, au travers de l'application Use Mobile. Par contre, toute la chaîne de gestion des notes de frais, ça c'est un autre monde hein, qui ne rentre pas dans le périmètre de ce que l'on voit aujourd'hui. Émilie pose une question. Avant chaque réception, on modifie les coûts additionnels des articles. Que se passe-t-il lors d'une réception automatisée de marchandises? Alors, si on revient sur les phases de pré-réception qu'on alimente, donc là, il faudrait peut-être le voir dans un cadre, contactez-moi pour voir ça ensemble, parce qu'on est un petit peu à l'écart de cette partie-là. Ce qui est sûr, c'est quand on traite des pré-réceptions, on se focalise sur les quantités et on reste sur les coûts théoriques. Quand on réceptionne la marchandise sur des bases de bons de livraison, on reste sur un focus quantité. Après, effectivement, lorsqu'on réceptionne la facture, il peut y avoir, et d'ailleurs c'est souvent le cas, c'est-à-dire que le hors-taxe, le TTC, la TVA, c'est une chose, mais il peut y avoir des coûts et des frais là-dessus. Et donc, du coup, ces frais, il faut les imputer correctement sur la réception qui sont effectuées. Quand on réceptionne les bons de livraison, on peut avoir un décalage sur les montants qui ont été facturés, ceux que l'on a en théorique dans le système. Michael qui pose la question sur au-delà de l'archivage de 10 ans par Use ou DP2I, donc ça c'était ce matin, peut-il y avoir une conservation supérieure moyennant un coût, une récupération des factures dématérialisées? Pour moi, oui. Les coûts de stockage. Voilà. Ouais, il n'y a jamais de problème pour stocker plus longtemps à partir du moment où vous payez, bien sûr. Exactement, voilà, tout à fait. Et puis, je précise quand même que vous pouvez récupérer toutes les données au fur et à mesure. Alors, il y a une clause de réversibilité chez Use, c'est-à-dire que si vous arrêtiez l'automatisation au niveau de la réception pour une raison ou une autre, vous pouvez récupérer vos données à tout moment et on peut les extraire également. On peut très bien faire un export, par exemple, sous format compressé, sous zip. Chaque fin de mois, et vous récupérez vos données que vous pouvez stocker localement ou sur le support de votre choix. Donc, il y a cette possibilité-là. Les données vous appartiennent toujours, vous en êtes maître et vous pouvez les récupérer à tout moment. Et après, comme le disait Vincent, moyenne en finance, effectivement, donc là, on parle de 10 ans, mais vous pouvez prolonger de 10 ans supplémentaires si vous le souhaitez. Après, l'intérêt est plutôt limité parce que, encore une fois, c'est un cadre légal. Donc, rien ne vous empêche de récupérer vos données à l'issue des 10 ans dans le cadre de la réversibilité, de les stocker vous en local. Mais si vous voulez les avoir à disposition également en sauvegarde, si jamais il y a un incendie dans la société ou sur le support, il y a un problème, vous pouvez l'étendre aussi. Donc, les deux possibilités sont réalisables. Merci Grégory. Encore une dernière question, qui est celle de Luc, qui demande s'il y a un document qui décrit de façon détaillée les différentes méthodes d'intégration des factures manuelles par reconnaissance, etc., pour permettre à un client de choisir le niveau d'automatisation du process. Juste pour éclairer, Luc, on peut retrouver, je pense, dans les conférences qui sont à disposition, c'était l'année dernière, je crois, Faisal, que Jean-François en avait fait une sur la démat en général, où il traitait les sujets et parlait des démarches pour mettre en œuvre. Et effectivement, dans la démarche, à un moment donné, il faut bien voir avec le client
Et ça, c'est un des points qu'on a vu quand on a travaillé avec notre plus gros client qui a démarré effectivement, qui a été notre pilote sur la partie des maths fournisseurs. Et il y a une démarche déjà de se tourner vers ses fournisseurs pour dire voilà, messieurs, moi je suis en train de travailler sur une démarche de démat, donc je vais vous demander dorénavant de systématiquement me fournir vos factures de cette manière, sur telle adresse. Donc il y a un aspect discipline, il y a un aspect de travail de communication vis-à-vis de ses fournisseurs pour leur expliquer que tout ça c'est pour leur bien parce qu'on va fiabiliser les paiements, on va être plus rapide, etc. Enfin, il y a plein d'arguments pour les amener à fournir les informations que l'on attend. Tout comme on peut, comme je le disais dans les échanges avant, leur demander, dire bon, bah, moi je suis capable de travailler des pré-réceptions, fournissez-moi les données sur ce format et on va gagner du temps tous. Ça vous facilitera la vie et le traitement de vos factures. Et là, tout d'un coup, il y a plein de choses qui se débloquent. Donc il y a une démarche autour de ça, il y a ce support que tu peux éventuellement récupérer pour retrouver ça. Et puis après, bien sûr, Yous, dans sa démarche, a une vraie expertise sur le sujet. Je pense que tu peux compléter, Grégory. Oui, tout à fait. Alors après, on a des supports qu'on peut transmettre, effectivement, avec l'explication, le fameux schéma que je vous ai montré avec l'intégration. Et puis, on a tout le détail également d'intégration avec une adresse email dédiée, avec une adresse email de transfert, avec toutes les possibilités qu'on peut mettre en œuvre, effectivement, sur la capture. Faut juste avoir en tête qu'il n'y a pas de barrière à avoir. Du coup, on peut tout imaginer. Voilà, c'est-à-dire qu'avec la capture omnicanal, on peut s'adapter à ce que souhaite le client et on peut même proposer des choses que le client n'attendait peut-être pas ou n'imaginait peut-être pas. Donc pourquoi pas, effectivement, on peut vous faire suivre un document plus détaillé là-dessus. Ok. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout des questions qui ont été publiées, posées, pas toutes publiées, mais on les a lues, donc, parce qu'avec mes petites mains, j'aurais du mal à répondre à cette quarantaine de questions, mais merci beaucoup pour votre participation. Grégory, un grand merci d'avoir amené ton éclairage d'expert sur cette conférence. Avec grand plaisir, merci de m'y avoir convié. Faisal, merci beaucoup pour ta présentation qui était claire et limpide, c'était impeccable. Merci à tous pour votre partage. Donc, comme je l'ai dit, les vidéos sont à disposition. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé de lui faire le lien. Oui, ça y est, c'est bon, je sais de qui il s'agit. Donc, je transmettrai le mail. Si jamais il y en a d'autres qui veulent le lien, envoyez vite par message votre adresse mail, je vous l'enverrai. Parce que je crois bien que les vidéos sont à disposition sans être indexées, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les retrouver au travers d'une recherche sur notre chaîne YouTube. Ça doit être juste des liens. Vous avez le lien, vous pouvez le voir. Vous n'avez pas le lien, vous ne pouvez pas le voir. Voilà, je crois bien, mais je ne l'ai pas encore vérifié dans le détail. Voilà. J'ai vu qu'il y avait aussi des gens qui disaient qu'il faut absolument pérenniser ces Divato Digital Days. On s'en rend compte, vous êtes nombreux à nous le dire. C'est très pratique, ça vous permet de concentrer sur un temps très, très court des sujets qui vous intéressent et focaliser. Et puis, ça nous permet de vous proposer un éventail assez intéressant. Après, comme je le disais ce matin et à chaque fois, c'est que ça ne remplace pas les rencontres. Celles-ci, bien sûr, continueront à exister. On a hâte de vous retrouver et d'avoir des échanges conviviaux comme on a l'habitude de les avoir. Mais il est clair qu'il va y avoir certainement une réitération de ce type d'opérations qui sont, nous aussi, on trouve d'ailleurs très intéressantes et très riches. Eh bien, je vous remercie tous. Encore merci Grégory, encore merci Faisal. Je vais clôturer la session et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.